s'est rendu compte que le territoire de Ouida abrite un certain nombre de pratiques sociales qui nous font dire que nous sommes en face de poches de résistance à l'oubli liées à la traite négrière. On retrouve des pratiques, on retrouve des toponymies, on retrouve des expressions idiomatiques qui rappellent que nous sommes dans un livre ouvert, dans une mémoire vivante de la traite négrière. Nous avons travaillé sur 10 éléments. Je partage avec vous un seul, celui des initiatives de recherche des origines locales. Lorsqu'on parle des mouvements de retour, on a référence tout de suite aux afro-descendants américains, antillais, qui font le mouvement retour. On ne parle presque jamais de populations qui ont été capturées dans l'intérieur des terres, qui sont arrivées au niveau des côtes, mais qui n'ont pas été déportées. Voilà. Et qui sont restés ici, qui ont été introduits. Et là, les historiens africains, béninois en particulier, ont un travail à faire, un travail de sémantique à faire, de sémiologie à faire, pour décrire, en comparaison de ce qui s'est passé dans les Amériques, ce qu'ont vécu ces Africains capturés et non déportés. Alors, on s'empresse tout de suite à signaler un système d'esclavage local, ce qui n'est pas du tout le cas, ce n'est pas comparable à ce qui se vit dans les Amériques. On les amène ici, on les intègre dans des familles de descendants d'Européens, de descendants d'Agouda aussi, et de descendants de fonctionnaires, j'aime les appeler comme ça, Madame de Souza Paléaro de Cabesser, mais des représentants d'un certain nombre de royaumes ici, qui donc intègrent ces captifs non déportés dans leur fonctionnement familial, dans leur fonctionnement territorial. On les loge ici et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces personnes font le mouvement retour pour aller rechercher leurs origines dans l'intérieur des terres. Alors, paradoxalement, on peut retrouver des recherches d'origine sur le territoire béninois. Et donc, on aura des maris, par exemple, des Hidacha, par exemple, qui ont été introduits dans ce système ici, qui aujourd'hui vont rechercher les origines dans le centre du Bénin, dans la région des collines, et qui vont vouloir faire le mouvement. On aura ceux qui iront un peu plus loin, les Yoruba, ici, qui sont désormais des Ouidaniens, des Yoruba, et qui feront le mouvement vers le Nigeria pour aller rechercher leurs origines. Alors, l'histoire que je vous raconte, donc je la raconte, je tire en même temps les conclusions. Donc, premièrement, il existe sur ce territoire des initiatives ou des volontés intenses de repartir vers les localités d'origine, comme des afro-descendants américains ont envie d'aller en Afrique. Premièrement. Deuxièmement, ces personnes n'osent pas l'exprimer publiquement. Il est difficile d'avoir une famille de Ouida qui se retrouve dans cette condition et qui exprime publiquement l'envie d'aller rechercher ses origines. Et donc, lorsque nous avons lancé le projet au départ, on a fait un appel à la candidature, on n'a trouvé personne. Personne n'était décidé à nous expliquer sa condition de déportation ou d'implantation ici et à nous donner l'autorisation de l'accompagner. Et finalement, on a eu une famille, la famille Aloko, qui a été volontaire sur cet exercice-là. Ça commence toujours par un acte de réunification. Au départ, c'était une famille complètement divisée. Et lorsque l'idée était venue de faire le voyage sur le Nigeria, tout de suite, le projet d'aller rechercher les origines est un projet profondément fédérateur. Tous les conflits s'arrêtent. Ceux qui ne participaient pas aux réunions familiales viennent tout de suite pour écouter ce beau projet de retour aux origines. Nourris depuis très longtemps, on s'est rendu compte que tous, autant qu'ils sont, avaient eu l'envie de partir, mais n'ont jamais pu faire le voyage. Alors donc, c'est des successions de réunions des familles qui aboutissent à la décision difficile de constituer la délégation. Tout le monde veut partir. Tous les membres de la famille veulent faire le voyage autour. Et donc, il a été très difficile de constituer un noyau. On était autour d'une dizaine de personnes pour partir. C'est toujours beaucoup de rituels du départ. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller rechercher ses origines. On consulte le Fa. On fait énormément de libations.
on consulte les ancêtres, et on choisit le bon mois, selon donc le calendrier traditionnel que nous avons. Et puis après, on paie le départ, le faisant. Et le départ, on donne la priorité à 2 personnes, aux plus âgés de la famille et aux plus jeunes. C'est ce que nous avons constaté. Le plus âgé, il avait 96 ans, et le plus jeune, je crois qu'il avait autour de 24 ans, quand nous sommes partis. On a pris le départ de Ouidah, et nous sommes allés au Nigeria, à Imeko. Alors, autre élément qu'il faut partager avec vous, c'est que les agents des frontières, les agents de police des frontières, les douanes des frontières, qu'il s'agisse du côté béninois ou du côté nigérien, aucun n'est informé de ce qu'il soit possible de traverser les frontières pour la raison de la recherche des origines. Ils ne savent pas. Ils ne savaient même pas qu'il a existé une traite négrière, qu'il a existé des déportations intracommunautaires et qu'il a existé donc de part et d'autre des frontières qui constituent aujourd'hui cette partie du Bénin ou du Nigeria, que des gens se soient retrouvés de part et d'autre. Et donc difficilement il faut convaincre les fonctionnaires des frontières de ce projet-là. Il faut expliquer. Il faut perdre beaucoup plus de temps. Nous on a passé pendant pratiquement 24 heures à la frontière, alors que pour les raisons de pèlerinage religieux, de convention, de mission, de ci, de ça, tout le monde passait. Mais nous, notre raison était intrigante, était nouvelle, et on avait des difficultés à passer. Et donc 24 heures après, on rentre dans le Nigeria, à Imeko. Il y a quelques archives, un peu comme les scarifications corporelles, il y a quelques archives qu'il faudrait souligner, qui sont véritablement fiables. Premièrement, c'est le nom, le patronyme de la famille. C'était d'un concours important. Deuxièmement, les panégyriques ont fonctionné sur cette aventure comme de véritables cartes d'identité. Ça, c'était impressionnant. Et troisièmement, le vaudou de la famille. Le vaudou éponyme de la famille. Le vaudou apporté par le premier qui a été capturé et qui s'est installé. Et donc, on a été reçus dans le palais royal donc de Imeko. Alors, on s'est rendu compte que tous les mots ici, arrivés de l'autre côté, prennent I. Même le nom de la famille, le nom du quartier, etc. Nous, on parle de Meko. De l'autre côté de la frontière, c'est Imeko. D'accord ? Et donc, on retrouve la famille, on pose la question. On expose notre quête. On nous demande le nom de la famille. Donc, c'est donné. Avec le nom de la famille, on a circonscrit très rapidement, à près de 10%, la précision de recherche. Deuxièmement, les panégyriques. Lorsque la délégation béninoise s'est mise à chanter les panégyriques, la partie nigérienne a repris en chœur. C'était émouvant. Le vieux de 96 ans était en larmes. Après ça, ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait 2 familles qui avaient ces panégyriques-là dans cette localité du Nigeria. On nous a demandé quel est votre vaudou titulaire. Et lorsque la partie béninoise a sorti le nom, c'était des pleurs. Ça nous a permis d'identifier jusqu'à la maison d'où ils étaient capturés, à Imeko. Ils ont été reçus, ils ont été conduits sur le lieu de prière, l'autel des ancêtres. Et le vieux avec qui on est parti, l'ancien avec qui on est parti du Bénin, a pu prononcer, curieusement, toutes les prières funéraires qui se font devant le lieu saint, je vais dire, des funérailles au Nigeria, en harmonie et en chœur avec la maison qui nous reçoit. Et au-delà de ça, on a eu des ressemblances physiques impressionnantes. C'était une journée assez... On a tourné un film documentaire là-dessus. Tout ce que je dis est filmé sur notre chaîne YouTube, Afrique Décide. Et donc on est revenu, et ce vieux, il a dit, je peux mourir enfin. Il est mort il y a 2, 3, 4 mois. Et le jour de ses funérailles, on a été passer le film dans la famille. Et aujourd'hui, il y a un lien entre la famille ici et la famille du Nigeria, avec des lopins de terre accordés pour la reconstruction de la famille, etc. etc. C'est dit qu'il existe de part et d'autre des volontés de se rencontrer. Les frontières coloniales
pose de véritables problèmes et la sous-information reste un élément important également à surmonter. Le deuxième cas qui ressemble au premier, ça s'est passé donc d'ici, de Ouidah, vers le centre du Bénin. Et pour aller très très rapidement, là c'est la toponymie qui nous a aidé à le faire. Il y a un village de Ouidah qui s'appelle Ouessé. Alors qu'il y a une commune, une grande commune au centre du Bénin qui s'appelle Ouessé. Ça c'était le déclic. On s'est rapproché donc des dignitaires de Ouessé d'ici, qui nous ont expliqué l'ancêtre aurait été capturé à Ouessé. Et voilà. Et qu'à Ouidah, ils ont réussi à casser les chaînes, ils se sont enfuis, ils ont créé un village à côté du lac. Mais après, ils se sont fait découvrir. Le roi aurait demandé à les déporter. Ils ont demandé la clémence du roi, avec la promesse de fournir des vivres, de la production agricole à la couronne. Et ils ont eu cette faveur-là. Ils ont demandé une deuxième faveur, c'est de nommer le lieu. Ça nous a renseigné sur le système urbanistique à l'époque. Le roi avait envoyé des émissaires pour nommer le lieu. Nommer un lieu était fondamental à l'époque. Sans la nomination, le lieu n'existe pas. Ils ont obtenu cette faveur, ils ont obtenu de nommer ce lieu Ouessé en souvenance et en souvenir de leur village de départ. Et d'ici, on est parti donc avec une délégation pour aller rechercher les origines à Ouessé. C'était les mêmes surprises que nous avons vues. Voilà l'expérience que je partage avec vous et voilà comment vit et suivit la mémoire de la traite négrière à Ouidah.